sur le long terme de tenir ses engagements. Toujours dans les éléments importants, il faut dire que la CNPS, en pratiquement 10 ans, a fait près de 25% de révalorisation des pensions de retraite. Ce qui, pour comparer, 10 ans un peu plus tôt, avait à peine connu 3% de révalorisation. Je continue encore. Ce matin, on en a un peu parlé. La CNPS met actuellement en œuvre un ambitieux projet de mise en place de régime pour les travailleurs indépendants. Ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, comme dans l'ensemble des pays du tiers-monde, on a pratiquement 90% de la population qui est dans le secteur dit informel. Évidemment, le défi pour nous, c'était pas vraiment de les transformer en des bureaucrates, mais c'était de proposer des régimes propres à ces personnes pour les inclure. Donc la CNPS a lancé ce défi. Depuis pratiquement 2 ans, nous sommes en pleine exploitation. Et pour venir à quelques chiffres, on a actuellement près de 900 000 personnes donc informelles qu'on n'a plus inclus dans le système, on a dit, de la CNPS de façon totalement digitalisée. C'est-à-dire sans intervention de papier, sans autre chose, à travers des systèmes qu'on a mis en place, totalement en ligne. Près d'1 million de personnes ont pu intégrer le système formel. Et ces personnes-là sont actuellement des potentiels bénéficiaires de nos systèmes de retraite et de nos autres prestations habituelles. Toujours dans les avancées, on a aussi ce qu'on appelle le système de télédéclaration. J'imagine que c'était le même système dans beaucoup d'organismes où, aux échéances de paiement, il fallait faire des formalités administratives qui étaient lourdes, qui étaient rébarbatives. Mais maintenant, avec des applications en ligne, en quelques clics, les employeurs peuvent se connecter à la plateforme CNPS, faire les déclarations et même faire les paiements. Voilà, en pratiquement 5-10 minutes, des choses qui se faisaient en 1 heure, 2 heures, avec des risques d'erreur, des risques de reprise, sont maintenant faites totalement en ligne et ça se passe très bien. Je continue encore sur un élément qui est important. Vous savez, les archives ont toujours été un des enjeux complexes pour les systèmes de retraite. Et depuis pratiquement 2024, donc c'est très récent, la CNPS a mis en place un projet de GED qui avait pour objectif de numériser l'ensemble des archives physiques. Donc à ce jour, on a environ, en quelques chiffres, un peu plus de 200 millions de pages qui ont été numérisées. De sorte que l'ensemble de nos archives actuellement sont numériques. Évidemment, je vous évite les commentaires sur les gains de temps en termes de recherche de dossiers, en termes même de circulation d'informations. Parce que ce qu'il faut dire, ça a été numérisé, ça a été aussi indexé. Ça veut dire que même pour la recherche documentaire, des recherches qu'on pouvait faire par le passé en 2-3 semaines, même des mois, en pratiquement 2-3 jours, on a ces éléments-là en recherche, avec tous les gains que ça apporte à la productivité. Justement, dans la même lancée, on avait un ensemble de prestations qui sont classiques aussi, les demandes d'attestation de pension, attestation d'immatriculation, qui étaient des activités qui étaient faites manuellement, sont maintenant faites totalement en ligne. Voilà. Évidemment, c'est un impact fort sur la qualité du service et c'est des éléments en tout cas que nous encourageons, étant entendu qu'on a des populations qui sont de plus en plus exigeantes. Évidemment, pour finir cet élément-là, il faut dire que la CNPS, depuis quelques années quand même, a reçu d'importants certificats au niveau de l'ISS, de bonnes pratiques, et aussi dans l'ensemble un peu des tribunes auxquelles nous participons, pour dire qu'il y a une dynamique qui est mise en place avec tous ces outils-là. Maintenant, en deuxième partie, je vais vous dire un peu, pas les secrets, mais en tout cas les éléments qui ont été vraiment des éléments catalyseurs de tous ces changements importants qu'on a reçus. Premier élément, c'est vraiment la clarté de la gouvernance. Quand je dis clarté de la gouvernance, en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle un contrat-programme, qui est comme un engagement que l'État ivoirien signe avec la CNPS, qui donne les engagements que l'État aimerait voir mis en place au niveau national. Donc ça part des performances en termes financiers et techniques jusqu'aux éléments propres aux ressources humaines. Donc ce sont les éléments qui sont fixés par l'État et avec nous la CNPS. Et au niveau interne, ces objectifs-là, ils sont déclinés jusqu'au petit personnel. C'est-à-dire jusqu'au chauffeur, on a des éléments d'objectifs qui sont conformes à l'objectif national. Donc bien entendu, on a vraiment une adhésion de tout le monde à ce niveau. Deuxième élément clair, c'est l'organisation pratique. Voilà, on a un organigramme qui est clair, qui est transparent, qui est en mode processus, évidemment, qui permet d'aller à l'essentiel, qui permet d'être au plus proche du client, étant entendu que toutes les activités sont modélisées de sorte que tout problème est identifié, traité et mis en termes de plan d'action en même temps. Ça, c'est un élément important. Évidemment, on a tous dit ici, je pense que les orateurs l'ont dit, on a un management de proximité, voilà, qui montre que vraiment le leadership, il est présent.
Pour l'ensemble des projets menés, on a des suivis-évaluations, c'est-à-dire régulièrement qui sont challengés, qui sont animés. Et l'ensemble des acteurs voient que le management s'implique vraiment au quotidien dans la gestion. Et pour nous, c'est un élément qu'il ne faut pas mettre de côté. Évidemment, dernier élément qui est en général toujours le plus important, ce sont les ressources humaines. Voilà, on a bâti une politique de sorte que aussi bien le recrutement, aussi bien la gestion du personnel, aussi bien l'animation du climat social, aussi bien la rémunération, aussi bien la formation, sont des éléments qui sont contenus dans presque toutes nos revues. Voilà, c'est un élément transversal et qui nous garantit vraiment la fluidité en termes de fonctionnement du quotidien, qui fait que vraiment on est très fiers d'avoir ces résultats et on est convaincu que la poursuite de ces éléments-là nous garantiront toujours des résultats beaucoup plus importants. Voilà, je vous remercie pour la présentation de la Côte d'Ivoire. Merci. Thank you very much. Thank you very much. A great example of a very integral change structure through different drivers and establishing the clarity of multi-dimensional aspects that change management has. Even though it could be digital driven, it really requires a different type of approaches in this. So it's really an interesting piece. Please, I'd like to go straight to the second question. We're a little bit behind, so I may ask you to do a little brief responses. The next question is around how have you approached the different stakeholders in engaging them in this change management process in your organizations, and especially transitioning. You mentioned, Mr. Karipeka, your customer-centric focus and the different aspects of identifying different individuals. Maybe you can share some experiences on how have you involved the different stakeholders. Please, Mr. Karipeka. Well, as you mentioned, the whole idea is based about the idea that you shift to the benefit-centric to customer-centric thinking. The idea, the mindset have to change in that way. And you can imagine the example in our own organization, lawyer, who have always think about ideas and things based on legislation, and this legislation was coming from the parliament. And she or he would like to do exactly what they say in legislation. Then we go there in our expert to say that based upon our data from our customers, say that no, that's not a good idea. You have to rethink about this issue that way, that we change a little bit the idea that how we put in the force the legislation. And we have the same story with every group in our organization, leaders, managers, everybody in that way. And what you have to create dialogue between these different way thinking people. And it's very hard. And you have to give them some kind of tools to how you can make the change. What we do for them, what we give them, there's few tools what we give. We give them training. We get a lot of training to understand the situation, and we train them to understand each other's work. And one thing what I normally say that don't do anything what the others don't understand. Because if you do the work that anybody else don't understand, it's not worth to do it. And that's make it possible to create the whole process. Everybody start to step by step understand each other's work, and then you can put there the idea about the change, the customer-centric idea about doing these things. Of course, you need some tools. We use innovations, we use experiments, and also this have had a big effect for our recruitment, because earlier we recruit a specialist in certain very narrow issue or problem. Now we would like to have more like a general people who understand a broader understanding of the issue, and if they don't have it, that we provide it to the understanding for that. And for that reason, those people who know earlier worked for the one benefit, normally we have the expert can handle 2 or even 3 benefits to understand the whole scale of about that, what it have effect and how you can tailor-make that to the customer's needs.
And finally, I would like to try to be very short. In my mind, the most important question, what you already mentioned, is you always, wherever you go, you ask why. And everybody have to answer that question, and you yourself have to answer that question also. That why? It's not what, it's why. Thank you. Thank you very much. Thank you very much indeed. Excellent examples of even establishing dialogue between different stakeholders and giving them tools and empower them to actually engage, and changing even the profile of individuals, and how challenging that could be. Really interesting. Thank you very much. I would go back to Ms. Iptal to give us her point of view on how you have actually engaged the different stakeholders. Please, Ms. Iptal, if you can keep it short, please. Thank you. إدارة أصحاب المصلحة من أهم النقاط في إدارة التغيير، لأنك بدون إدارة أصحاب المصلحة ويعني إشراكهم في إدارة التغيير لن تستطيع الوصول كفريق أو كحتى يعني قسم إدارة التغيير بشكل أكيد. يعني طبعا يعني اعتمدنا أولا على تحديد أصحاب المصلحة، فكانوا موظفين أحد أصحاب المصلحة المهمين في هذه المرحلة كلها، الإدارة أو القيادات، وأيضا المنتفعين من الخدمات المقدمة. فأول خطوة كان مع الموظفين هو التأكد من الشفافية والتفاعل المستمر معهم، وكان يحصل ذلك عن طريق اللقاءات العامة أو التاون هول ميتينجز، عن طريق قياس نبض التغيير أو البلس تشيكس، والذي يستمر عن طريق أدوات تحليلية، لقاء مع المشرفين بشكل مستمر للتأكد من تعاملهم أو قياس تحديات التي يواجهها موظفينهم، والتأكد أن الموظفين لديهم المعلومات الكاملة للتعامل مع التحديات التي يواجهونها، وحتى نستطيع تمكينهم بشكل أفضل. مثل ما ذكرت سابقا كان عندنا مبادرة سفراء التغيير، وأيضا تم تدريب الموظفين على الأنظمة والإجراءات الجديدة. طبعا القيادة أو الإدارة من أيضا أصحاب المصلحة المهمين جدا، كونهم هم يعني ربما يكونون الخط المباشر للموظفين في التعامل مع أي تحديات يواجهها الموظفين، فكان ضروري جدا إشراكهم في مراحل التغيير عن طريق الليدرشيب انجيجمنت سيشن. كنا نقوم بعدة ورشات نقوم فيها بفهم يعني الشرح لهم ما هي الخطوات القادمة التي نقوم بها، وأيضا قمنا ب يعني إعداد برنامج لتطوير القيادات، هدفه أولا يعني مساعدتهم في هذه الرحلة الطويلة، وأيضا بتمكينهم عن طريق إعطائهم الأدوات اللازمة لإدارة التغيير، وأيضا حتى يستطيعون إدارة الفريق الذي معهم بطريقة أكثر كفاءة. طبعا من الأمور المهمة في تقديم الخدمات أو تقديم خدمات ذات جودة عالية هو التأكد أن الموظفين لديهم المعرفة الكاملة على الأنظمة الجديدة، على القوانين الجديدة، على كل التغييرات الحاصلة في منظومة الحماية الاجتماعية، والتأكد أيضا من وضع الموظفين المناسبين ونقلهم في وظائف تناسب خبراتهم السابقة، حتى يستطيعون يعني التعامل بسرعة مع أي تحدي ممكن يواجهه وتقديم خدمة أفضل للمنتفعين. لألخص ما قلته سابقا،